Bon, voilà, nous sommes en direct de nouveau sur le groupe Défendre les enfants avec Maxime Biljobert et Sonia Jabri. Et nous sommes le 26 mai 2024 et donc on a invité Sonia Jabri par rapport à une interview où Macron s'est exprimé avec le devoir de parentalité. Donc là, je suis à la technique. D'habitude, je fais le live, mais cette fois-ci, aujourd'hui, ça va être Maxime qui est en troisième position sur la liste Défendre les enfants qui va nous présenter ce live. À toi, Maxime. Exactement. Donc voilà, donc comme l'a rappelé Luc, on fait ce live suite à l'annonce de M. Emmanuel Macron dans le magazine Elle, qui a suggéré de réouvrir le débat sur la parentalité et notamment sur un devoir de visite qui a été introduit par Sonia Jabri auprès d'un député de Lorraine, il me semble, ou de Moselle. Donc Thibault Bazin. Donc voilà, donc Sonia Jabri a envoyé 577 mails à tous les députés et a reçu une réponse du député lorrain qui a souhaité reprendre sa proposition. Et donc Sonia est aussi présidente de l'association My Handicap. Et on travaille ensemble, Sonia et moi, dans un autre collectif qui vise à faire en sorte que les droits des parents et des enfants soient respectés. Donc voilà, je te laisse te présenter peut-être plus précisément, Sonia. Oui, bonjour. Merci pour l'invitation. Donc, Sonia Jabri, je suis maman de 2 enfants, un grand qui a 20 ans et ma dernière qui a 16 ans et qui est en situation de polyhandicap. Donc, je suis divorcée du papa de mes enfants et effectivement, j'ai porté depuis plusieurs mois une proposition de loi qui a été reprise par Thibault Bazin, donc député de ma circonscription en Meurthe-et-Moselle, sur transformer le droit de visite et d'hébergement en devoir de parentalité et du coup rééquilibrer les sanctions au même titre que la sanction de non-représentation de l'enfant, instaurer une sanction de délit de non-exécution du droit de visite et d'hébergement. Ok, donc pour reprendre un petit peu ce que tu viens de dire, ta démarche, c'est vraiment dans le but que chacun des deux parents soit auprès de l'enfant et si possible le plus longtemps possible jusqu'à l'âge adulte, quoi. Alors, effectivement, donc l'objectif, c'est de mettre en place un parcours de parentalité et de responsabilisation de la coparentalité. Alors, pour ce faire, s'il faut passer dans un premier temps pour une sanction pour inciter le parent qui n'a pas la garde à honorer son droit de visite et d'hébergement de façon régulière avec un délai de prévenance, s'il faut en passer par la même sanction, c'est-à-dire 1 an de prison et 15 000 € d'amende en cas de délit de non-exécution, il faudra en passer par là. Mais de façon plus globale, je pense qu'il y a besoin de mettre en place un parcours de parentalité le plus en amont possible. Alors, quand je parle de très en amont, ça va être au moment de l'union du couple, jusque donc au moment où il y a une conception ou une adoption d'enfants, et accompagner donc au moment de la grossesse ou de l'adoption, au moment de la naissance, de la reconnaissance. Et ça, il faut vraiment que ce soit un acte symbolique, mais que l'on prenne conscience de tout le symbole qu'il y a derrière et de toutes les responsabilités que ça peut engager, d'accompagner donc les deux parents sur l'engagement qu'ils vont prendre tout au long de la vie. Parce que avoir un enfant, on ne choisit pas l'enfant qu'on va avoir, d'accord, d'une part. Ça peut être une fille, ça peut être un garçon, ça peut être un enfant en bonne santé ou un enfant en situation de handicap. Ça peut être un enfant en bonne santé d'abord, puis les accidents de la vie peuvent faire que ça peut être ensuite un enfant en situation de handicap. Donc, il faut bien responsabiliser et faire prendre conscience aux deux parents. Alors, encore une fois, c'est une action qui doit être non genrée, hein. On sort quand même des actions des manifs pour tous, que être parent, ce sont des actes de responsabilisation, des actes de devoir. Alors, on a plein de droits, on a plein d'amour, on a plein de câlins, c'est un bonheur d'être parent, mais que derrière, il faut être prêt à s'engager réellement et tout au long de la vie, et ne pas partir du principe qu'au moment de la séparation, on retrouve notre liberté, notre jeunesse d'antan, parce que ce n'est pas vrai. D'accord, oui, donc on est effectivement… alors, comme tu sais, sur la liste Défendre les enfants, on défend plusieurs axes, et notamment le fait que l'enfant soit privé d'un de ses parents, et pourquoi pas, et ça peut arriver par un des deux parents, malheureusement.
Donc, toi, tu veux refaire le 227-5 du code pénal, si je ne me trompe pas, pour l'équilibrer avec un -1 qui punirait aussi le fait de ne pas aller chercher son enfant. Mais nous, on est plutôt dans une dynamique où déjà, on voudrait punir ceux qui ne veulent pas respecter la décision de justice, qui est très peu fait en France, puisque c'est respecté à seulement 4%, c'est-à-dire que 4% de réponse pénale au délit de non-représentation d'enfants. Donc, cet article de loi est déjà très, très peu respecté. Est-ce que tu ne penses pas qu'en faire un autre, ça ne va pas faire un autre article de loi qui serait très, très peu respecté? Et au final, ça n'aurait pas vraiment d'utilité de passer sur le côté répressif ou on va dire peut-être coercitif pour obliger un parent, plutôt que le préventif, comme tu l'as dit tout à l'heure, ou plutôt encourager les parents à être coparents dès le début et continuer après la séparation. Alors, j'entends ce que tu dis et c'est vrai et c'est surtout regrettable. Mais il faut réfléchir de façon plus globale et essayer de prendre de la hauteur. C'est-à-dire que notre génération, j'ai envie de dire, est peut-être une génération perdue, mais qu'il faut peut-être penser aux autres générations et que si on inculque d'ores et déjà de façon très précoce la co-responsabilité parentale des deux parents tout au long de la vie, j'ose espérer que la question ne se posera plus et que à partir du moment où on insiste sur la responsabilité, sur les engagements, j'ai envie de dire peut-être, je ne sais pas, comme c'était à l'époque où on se posait pas la question d'abandonner des enfants au moment de la séparation, de se servir des enfants comme arme pour se venger de son ancien compagnon ou compagne. À quel moment on a autorisé ça? C'est ça que je me pose comme question. À quel moment on s'est dit, bah oui, c'est acceptable. On l'a accepté une fois, on l'a accepté 2 fois, on l'a accepté 1000 fois. Mais que ce soit d'un côté ou de l'autre, l'enfant a besoin de ses deux parents pour se construire, pour se co-construire. Chaque être humain n'est pas complet à 100%, donc on est souvent complémentaire avec le deuxième parent. Et l'enfant doit bénéficier de la complémentarité de ces deux parents pour se construire tout au long de sa vie. La société fait que, on voit bien, on est difficilement des adultes complètement équilibrés et il faut réussir à apporter mieux pour nos enfants. J'ai l'impression que c'est ce qu'on vise quand on a des enfants, de se dire je vais pas reproduire les erreurs de mes parents, je vais pas reproduire les difficultés que moi j'ai vécues, je vais leur épargner ça. Et en même temps, Einstein disait, on ne peut pas se poser des questions en disant que si on reproduit les mêmes actes, on s'étonne qu'il y ait les mêmes conséquences. Donc, je crois que si on arrive fondamentalement à mettre en place de façon très précoce, de façon régulière, de façon répétée, et même s'il faut les répéter encore et encore, d'inculquer cette notion de responsabilité commune et cette responsabilité forte, comme on peut avoir sur des valeurs fondamentales de l'enfant tout au long de la vie, je pense qu'on arrivera à faire changer les mentalités. On voit bien que quand il y a besoin de mettre en place des lobbies pour faire accepter l'arrêt du tabac, par exemple, tout le monde fumait au travail, dans les voitures, etc. C'était normal, c'était accepté, c'était acceptable. Et puis pour des raisons de santé publique, grâce au gouvernement, grâce aux publicités, grâce à la sensibilisation, à la prévention, grâce à l'accompagnement, on sait tous aujourd'hui que fumer tue et que fumer, il y a des conséquences sur la santé et que aujourd'hui on ne peut plus fumer n'importe où, n'importe comment. Donc il faut mettre en place ce même système d'accompagnement et de répétition et de harcèlement de messages encore et encore. Et je pense qu'au fur et à mesure, on pourra récupérer une société, une génération qui pourra être ancrée dans une réflexion globale en se disant que les deux parents sont importants. Ensuite, on le sait parce que les humains sont comme ça que les séparations peuvent être douloureuses et compliquées. Et pour ce faire, il y a peut-être besoin d'accompagnement de professionnels, d'accompagnement et de formation, y compris des formations, par exemple, des juges et pour voir, par exemple, pourquoi les sanctions qui ont été définies comme nécessaires ne sont pas appliquées. Parce que si les sanctions ont été votées, c'est qu'elles ont été définies comme importantes et nécessaires. Alors, pourquoi les sanctions, par exemple, de non-représentation de l'enfant ne sont pas appliquées? Et pour couper court
au débat que j'estime étant un non-débat sur la violence faite aux enfants. Je rappelle quand même que les violences sont légiférées et qu'elles sont interdites, qu'elles soient physiques, mentales, psychologiques, sexuelles, elles sont interdites même quand vous êtes en couple. Donc, il faut absolument les dénoncer et protéger les enfants parce que c'est quand même nos enfants de demain, nos enfants sont nos adultes de demain et que, je veux dire, nos enfants ont besoin de protection. La question ne se pose pas. Donc, à partir de ce moment où on a cadré, bien sûr, et qu'on a écarté un parent violent, l'objectif, c'est d'accompagner une éventuelle défaillance pédagogique. Ça peut passer par un accompagnement avec un éducateur, ça peut passer par des visites médiatisées, ça peut passer par des cours qu'on avait à l'école pour apprendre à vivre, apprendre à respecter les règles, apprendre à accompagner et à respecter l'autre, l'autorité. Je crois que vraiment la base d'une société passe par l'éducation, la justice et la santé, qu'il a commencé à avoir des défaillances, on a commencé à marcher sur deux pattes, puis sur une patte. Et je crois qu'aujourd'hui, on est dans une société en lévitation et que, il y a un moment, c'est pas possible. Il faut se rappuyer sur des bases solides. Alors, j'ai quelqu'un qui a rebondi un petit peu sur ce que tu viens de dire. On est bien d'accord que ce que tu dis est l'accompagnement du parent, ce serait l'accompagnement d'un parent violent. Ce ne serait pas l'accompagnement du parent qui potentiellement voudrait mettre son enfant à l'abri ou non. Donc, c'est en gros des violences avérées sur l'enfant qui serait obligatoirement passé par un éducateur ou un centre de visite médiatisé. Alors non, je pense qu'un parent violent doit être écarté de l'enfant. Je parle d'un accompagnement sur un parent qui se sent défaillant dans sa pédagogie, dans l'accompagnement qu'il peut proposer à son enfant. On peut avoir des parents qui ne sont pas à l'aise sur comment s'occuper d'un enfant en bas âge, comment accompagner un enfant sur ses devoirs, sur les différentes étapes de vie. Un parent violent doit être écarté de l'enfant, puis s'il est soigné, s'il est accompagné, qu'il veut reprendre contact avec son enfant, ça doit être fait sous surveillance, avec des visites médiatisées et qu'il prouve qu'effectivement, il a soigné ou qu'il s'est soigné de cette violence. Mais il ne faut pas confondre parents violents et parents défaillants ou parents un peu perdus sur l'éducation qu'il veut apporter à son enfant. Là, on n'est pas sur les mêmes bases. On a, lors des séparations, des parents qui se disent super, je suis divorcée, je vais revivre ma jeunesse, sortir en boîte et puis m'amuser, faire de nouvelles rencontres et du coup, je vais prioriser ma vie personnelle au détriment de ma vie de parent. Et à ce titre-là, je vais m'autoriser à ne pas respecter mon droit de visite et d'hébergement. Pardon ? Non, c'est bon, t'entends. Pardon. Et je disais qu'effectivement, on a certains parents qui s'autorisent à ne pas respecter leur droit de visite et d'hébergement sous prétexte d'obligations personnelles. Alors, on fait fi, bien sûr, de problèmes graves, de problèmes de santé, etc. Mais là, c'est vraiment sur ces personnes-là, ces parents-là, qu'il faut accompagner. Soyons très clairs. Si un couple se sépare qui ont des enfants, si le parent est violent, donc encore une fois, il faut l'écarter et se poser la question de soins et d'accompagnement de soins et de rééducation du parent. Ensuite, on peut avoir des parents qui se disent non, moi je sépare, j'abandonne mari et enfant ou femme et enfant. Et auquel cas, écoutez, s'il refuse de s'occuper de ses enfants, qu'il renonce à son autorité parentale, sans le dédouaner, bien sûr, de la pension alimentaire parce que c'est un peu trop facile. Et puis, comme ça, écoutez, on acte le fait qu'il refuse de s'occuper de son enfant et on lui retire l'autorité parentale avec son accord. Et puis, comme ça, l'autre parent n'est plus soumis à la signature du parent absent pour avoir le droit de mettre l'enfant à la cantine, par exemple. Seulement, il y a l'entre-deux de parents qui ont envie de retrouver leur liberté, qui ont un peu peur de s'occuper correctement des enfants, qui ont besoin d'être accompagnés logistiquement, peut-être financièrement, intellectuellement. Et ce sont ces parents-là qu'il faut accompagner pour ne pas rompre le lien. Et je vous rappelle quand même que si le parent qui a la garde décède, l'enfant n'est pas placé à l'ASE. Il est remis aux parents survivants. Et le parent survivant, si c'est un inconnu et qui n'a pas les codes pour s'occuper de son enfant parce qu'il ne le connaît pas,
imaginez quand même comment va se construire la complicité ou la non-complicité entre le parent qui n'a jamais eu la garde et puis l'enfant qui vient de perdre son parent. Je sais de quoi tu parles et je comprends ce que tu dis. C'est vrai que aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de demandes et très peu de… Déjà, dans l'ASE, on a du mal à suivre les enfants qui sont sous la surveillance des éducateurs. Penses-tu pas qu'on va encore rajouter du travail par-dessus un travail et qui va déterminer quel parent est défaillant ou pas? Est-ce que c'est le parent? Alors, j'ai un peu des coupures de son, Maxime, mais pour ce que j'ai entendu, je pense que c'est au moment du parcours de séparation que ça va se jouer. C'est-à-dire que, par exemple, on peut mettre en place des outils simples. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui. Voilà, on peut mettre en place, par exemple, des outils simples, comme par exemple, au moment de la séparation, un questionnaire d'auto-évaluation de ses compétences à être parent, soumettre aussi une question d'évaluation de l'autre parent sur ses compétences à être parent. Les deux parents jouent le jeu et on croise les réponses. Si moi j'estime que mon ancien compagnon risque d'être défaillant alors que lui s'estime être bon parent, et réciproquement, on doit se poser la question. Et on doit mettre en place des moyens humains derrière pour accompagner donc cette famille-là au moment de la séparation. Donc, je pense que ça va créer des nouveaux emplois, des emplois d'éducateurs d'accompagnement de la séparation, du parcours de la parentalité. Mais si le job est mieux fait en amont, j'ose espérer qu'il y aura moins de séparations difficiles au fur et à mesure. Parce que la question de l'accompagnement parental se fait aussi dès les premiers mois, dès les premières années de vie où chacun doit prendre sa place et que chacun doit laisser à l'autre sa place. Mais ça, c'est aussi valable dans la vraie vie sur des couples qui sont encore aimants, j'ai envie de dire, où vous avez le nouveau-né qui débarque et la maman qui dit « Ah ben non, je vais m'en occuper, je vais changer la couche » et puis l'autre parent qui dit « Oui, ben je suis pas à l'aise pour changer la couche, non mais c'est pas grave, je m'en occupe » et du coup, on n'apprend pas ensemble parce que être parent, ça s'apprend et il faut que les deux parents apprennent en même temps à s'occuper d'un enfant tout au long de la vie et c'est pour ça qu'il faut apprendre à chacun des parents à laisser la place à l'autre parent pour apprendre en même temps, encore une fois, parce que s'il y en a un qui disparaît, l'autre doit savoir s'occuper de l'enfant au pied levé, à n'importe quel moment de la vie. D'accord. Tu veux que je prenne un petit peu la parole Ouais, je veux bien, je bug un petit peu, un mot sur deux. Ouais, je vois que ça bug un petit peu, donc je vais t'aider. Alors, j'ai une question de Philou là, qui est dans les commentaires. Ne pensez-vous pas qu'un accompagnement peut être compliqué, sachant qu'il n'y a plus de travailleurs sociaux? C'est vrai que là, en ce moment, on soulève les difficultés d'embaucher et en plus, le problème de formation, d'avoir du personnel qui vraiment puisse assurer l'accompagnement et que la plupart des structures de travail social sont défaillantes en 2024. Voilà, donc c'est avoir un intervenant extérieur alors que justement on reconnaît qu'il y a des défaillances dans l'accompagnement pour la protection de l'enfance, est-ce que ça ne va pas poser problème? Alors justement, si on met en place un accompagnement global, on sait que c'est un enjeu de santé publique, c'est un enjeu sociétal important et donc il va falloir investir, ça c'est certain, sur l'humain, mais aussi former aussi bien les éducateurs que les professionnels de santé, mais également les professionnels de la justice. Donc, ça va être tout un investissement global qu'il va falloir mettre en place. C'est pour ça, tout à l'heure, que je vous disais, notre génération est peut-être malheureusement perdue, mais que sur les générations à venir, ça va être un investissement, mais c'est un investissement de vie, justement, pour que demain, on ne revive pas les situations que vous et moi connaissons aujourd'hui sur la difficulté des séparations et sur la souffrance des enfants en manque d'un des deux parents. J'ai une autre question de Philo. Ne risque-t-on pas d'accroître les allégations mensongères? Alors, je ne sais pas par rapport à quoi, mais alors, c'est pareil. Tout ce qui est aliénation parentale, tout ce qui est je fais subir, je dis à mon enfant ce que j'ai subi dans ma vie de couple. Il ne faut pas mélanger
Et il faut apprendre aux parents à ne pas mélanger les relations que l'on a entre adultes et les répercussions que ça peut avoir sur les enfants. C'est-à-dire que notre histoire personnelle, c'est l'histoire entre deux adultes et ça n'a strictement rien à voir avec les enfants. C'est pour ça qu'il faut apprendre aux gens à se séparer. Il faut leur apprendre à se séparer intelligemment. Bien sûr que c'est douloureux une rupture, bien sûr que il faut être deux pour se mettre ensemble et un seul pour se séparer. Pour autant, il faut bien faire comprendre les enjeux que cela implique et que en aucun cas les enfants ne doivent se mêler entre guillemets de l'histoire qu'il y a entre les deux parents. Quelque part, ça ne les regarde pas tant qu'ils sont enfants et qu'il faut les préserver de tout ça et qu'il ne faut pas mélanger les rancœurs et que l'on peut avoir entre avec son ex-conjoint et les transférer sur l'enfant. Il faut apprendre aux gens à se séparer intelligemment. Alors, il y a Maxime qui me dit qu'il y a une question intéressante. Vas-y, Maxime, si tu l'as repéré, je vois pas. Ah si, ça y est. Serge a rebondi à un moment où tu as parlé de devoir. En fait, ça existe déjà dans le Code civil aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une résidence alternée, le parent a le devoir de récupérer son enfant, sinon il est pénalement responsable d'un abandon de famille. En fait, ça existe déjà ce que tu proposes dans le Code pénal. Sauf que vu comme la résidence alternée est très peu valorisée par les juges, elle n'est jamais acceptée. Enfin, dans 1 cas sur 4 environ, en cas de désaccord, c'est là où ça pose problème. C'est-à-dire qu'on va imposer à un parent d'aller chercher son enfant un week-end sur 2, alors qu'il y a parfois des difficultés géographiques, des difficultés de moyens, parce que la personne qui ne peut pas mettre d'essence dans sa voiture est pénalement quand même responsable de ne pas pouvoir mettre l'essence dans sa voiture. Est-ce que, au niveau des personnes précaires, est-ce que ça n'apporterait pas encore une inégalité supplémentaire et voire même un moyen de pression d'un parent sur l'autre en disant « tu n'auras pas ton enfant et en plus, je vais t'obliger à faire 1000 km et si tu ne viens pas, j'irai te déposer plainte contre toi ». Alors, pour répondre à cette question, il y a plusieurs choses. Sur le fait qu'un texte de loi existe sur l'abandon familial, effectivement, c'est en cas de garde alternée d'une part et pas en cas de droit de visite et d'hébergement. D'autre part, si le texte de loi pouvait être appliqué, il n'est pas appliqué en l'état, donc pas applicable, sinon la proposition de loi n'aurait pas été validée ni reprise par le président de la République. Et d'autre part, sur les difficultés, alors en termes d'éloignement géographique, écoutez, c'est simple. Si un des deux parents s'éloigne géographiquement, il faut faire modifier le droit de visite et d'hébergement. C'est sûr que si un parent s'éloigne de 1000 km, un week-end sur 2, ça va être compliqué. Donc, il faut faire acter dans le droit de visite et d'hébergement que, à cause d'une distance géographique, un week-end sur 2, ce n'est pas possible. Mais du coup, garder, je sais pas, la moitié des vacances scolaires, etc. Encore une fois, soyons intelligents, trouvons des solutions en accord et les juges doivent être formés également pour trouver des solutions arrangeantes. Et en même temps, garder le lien. Aujourd'hui, vous voyez, nous sommes en visio. Moi, je suis près de Nancy. Vous êtes un peu aux quatre coins du monde. Donc, utilisons les outils à bon escient pour garder le lien avec nos enfants. Mais tout ça, il faut bien sûr le cadrer et le définir juridiquement pour ne pas tomber sur des parents un petit peu qui font du zèle en disant « bah oui, mais tu n'es pas venu ». Bah oui, mais si j'habite à 1000 km, il faut modifier le droit de visite et d'hébergement parce qu'un week-end sur 2, ce ne sera pas possible. Pour finir, concernant les difficultés financières, on rejoint la proposition d'accompagnement, comme je disais, pédagogique, mais également logistique et financière. Il se peut aussi qu'un c'est les problèmes techniques du direct. Bon, bah, on va essayer, on va attendre que Sonia revienne. Sinon, si tu as des réponses peut-être, Maxime. Donc, et si je suis en train de penser que justement on a un candidat sur la liste qui est carrément sur le même ton, c'est Fabrice Joudio qui parle de projet de vie, parce que là, donc Sonia parle d'un accompagnement pour la parentalité en quelque sorte, c'est-à-dire de prendre en amont le problème pour éviter justement que un des parents se retrouve dans la situation qu'elle vit, parce que je pense que elle réfléchit, c'est intéressant par rapport à sa situation personnelle, comme on fait tous, je pense, et
en fin de compte, on devrait pouvoir travailler ensemble justement pour l'intérêt des enfants. Qu'est-ce que tu en penses, Maxime? Oui, bien sûr. Alors, moi, sur le fond, je suis totalement d'accord avec Sonia. Il n'y a aucun souci. Les deux parents doivent avoir leur place auprès de l'enfant, le plus de temps possible égalitairement, enfin, que ce soit le plus possible, on va dire, en dehors d'un conflit, c'est-à-dire que l'enfant doit pouvoir se sentir libre d'aller chez l'un ou l'autre. Là, on est dans les cas idéaux. C'est-à-dire que je pense que Sonia idéalise peut-être les choses. Et nous, on voit le côté conflictuel et du coup, ça nous paraît difficile, et on l'a vu avec les commentaires, ça nous paraît difficile de recevoir cette parole puisque nous sommes dans le cas inverse, en fait. Me voilà. Oui, tu es revenu, Sonia, donc on va te laisser finir ton propos. On a essayé de meubler le temps que tu n'étais plus là. Alors, je vous écoute, j'ai eu un petit problème technique. Je terminais juste ma phrase et je te laisserai reprendre. Je disais que sur l'accompagnement que j'ai évoqué tout à l'heure, il y avait un accompagnement humain, mais on parlait effectivement d'un accompagnement aussi éventuellement financier. On a certains parents qui n'ont pas la logistique, la chambre pour accueillir un enfant, etc. Donc, encore une fois, tout ça, ça se discute et ça doit être encadré par des professionnels. Voilà. Oui. Alors, je suis le premier à penser comme toi et qu'il faut quelque chose d'aujourd'hui global. Aujourd'hui, dans la législation française, on fait des petits patchs, on met des pansements sur des hémorragies. Ça ne peut pas marcher. Aujourd'hui, c'est pour ça que je ne suis pas très d'accord avec toi sur ta proposition parlementaire de loi. On a déjà pu en discuter en off et tu le sais. Je pense qu'il faut aujourd'hui travailler plus en amont et plus dans la globalité du problème et notamment mettre en lien la résidence alternée en priorité par les juges, ce qui permettrait de garder un lien très fort entre les deux parents et l'enfant et si possible le plus égalitairement possible pour que chacun des parents puisse apporter ce qu'il peut à l'enfant pour que ça lui soit bénéfique. Je mettrai un bémol là-dessus, mais on y reviendra, oui. Là, j'ai dit à prioriser. Hein. Ensuite, effectivement, ce devoir de visite, faire en sorte que chaque parent puisse et se doive d'aller, dès qu'il a le droit, récupérer son enfant, bien sûr, suivant les conditions, et c'est pour ça que ta proposition de parlementaire de loi ne me plaît pas en l'état, c'est qu'aujourd'hui, on va forcer quelqu'un qui ne veut pas à y aller. Il va aller récupérer l'enfant, il va le laisser dans sa chambre tout le week-end. Est-ce que ça sera bénéfique à l'enfant? Je ne suis pas complètement certain. C'est-à-dire qu'il va partir faire la fête avec ses copains et le laisser tout seul dans sa chambre. Je ne suis pas sûr et certain que ce soit… mais en tout cas, et pour éviter la réponse pénale, il serait peut-être possible pour lui de le faire. Donc, est-ce que c'est bien pour l'enfant? Je ne suis pas sûr. Travailler peut-être sur une amende civile, ce qui permettrait au juge d'apprécier les choses et de dire aux parents, bah, vous n'avez pas exercé votre devoir, vous devez par exemple de l'argent à votre enfant, tout simplement. Vous n'avez pas voulu participer à son éducation en le prenant un week-end sur 2, et ben, vous lui devez 150 € à chaque fois que vous n'êtes pas allé le chercher, et à sa majorité, il pourra récupérer ce PQE, par exemple. On peut essayer de l'imaginer comme ça, ou éventuellement travailler voilà, sur d'autres choses à côté, comme voilà, la résidence en principe de base, le devoir de visite, des choses aussi symboliques dans le Code civil, des choses bêtes, mais des termes qui pourraient permettre une symbolique réelle à devoir s'occuper de son enfant durant toute sa vie, ce qui aujourd'hui n'est plus du tout le cas dans le Code civil. On parle d'autorité parentale, par exemple, et on ne parle pas de responsabilité parentale. Ça peut être une piste peut-être à suggérer pour que les choses changent dans une globalité et pas juste sur un article du Code pénal. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Alors, j'aimerais te répondre sur deux choses. La chose la plus simple, et on reparlera après, une amende, jamais aucune somme ne pourra acheter l'amour, la sécurité, le réconfort que l'on peut apporter à un enfant et, de façon très égoïste, le droit au répit de l'autre parent. Il faut aussi se dire que le parent qui a la garde a le droit aussi à du répit, a le droit aussi à sa vie sociale. On sait que certains parents
s'amusent à ne pas chercher leurs enfants pour ne pas laisser libre choix à son ancien compagnon ou compagne la possibilité de sortir et de refaire sa vie. Donc, c'est aussi une forme de privation de liberté. Et aucune somme d'argent ne rachète la fatigue, l'amour, l'estime de soi et l'accompagnement. Donc, moi, l'argent, je suis pas matérialiste, alors c'est peut-être pour ça, l'argent, j'en ai que faire et je ne pense pas que ce soit une solution. Mais si c'est pour punir les gens en disant, bah voilà, t'as pas été gentil, bien sûr que l'argent, ça va être un levier, ça va calmer un peu les gens. Sur le fait de forcer un parent à prendre son enfant quand il n'a pas envie, j'adore mes enfants. Je les aime de façon inconditionnelle. Mais des fois, bah, j'ai pas envie de les avoir tout le temps. Et même quand j'ai pas envie et que mes enfants sont là, eh ben, je m'en occupe. Et je ne suis pas pour autant maltraitante à les enfermer dans une chambre en sortant en boîte. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que le parent que vous avez quitté devient un parent hyper défaillant ou pédophile ou violent parce que vous étiez son garde-fou. C'est pas vrai. C'est pas vrai que les gens se transforment avec votre absence. On aimerait dire que nous sommes des gens extraordinaires et que sans moi vous n'êtes rien, mais ce n'est pas vrai. Désolé, les gens ne deviennent pas irresponsables sans votre surveillance. Donc, partons du principe que les gens ne sont pas complètement bêtes, et j'ose espérer, et que s'il y a besoin, il y aura effectivement une surveillance, il y aura des choses qui doivent être… Si on facilite et qu'on… Moi, j'ai un niveau de tolérance à la maltraitance qui est assez très inacceptable, assez bas. Donc, si on arrive à dire que non, ça c'est bien, ça c'est pas bien, et que on n'autorise pas, par exemple, le fait de ne pas venir parce qu'on considère que c'est de la maltraitance faite à l'enfant, etc. Il faut changer les mentalités. Et donc, forcer le parent à prendre son enfant, bah oui, bah il est là. Ben, je vais pas le regarder dans le blanc des yeux juste parce que j'avais pas envie qu'il soit là. À un moment, il y aura une interaction. Et puis à un moment, bah les enfants, on va jouer sur leur pouvoir de séduction, de bouillie d'amour, et on peut pas rester inattentif. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut se rappeler que ce sont des enfants avec qui vous avez vécu. Tout le monde ne quitte pas la femme enceinte, que du coup, c'est des enfants que vous avez croisés 1 an, 2 ans, 3 ans, 15 ans, 8 ans avant de vous séparer de l'autre parent, et que du coup, ce sont des enfants que vous avez connus, et que, bah oui, ce week-end-là, vous auriez préféré faire une rando, mais bah, l'enfant est là et on fait avec. Alors, bien sûr, bah, on ne sera pas non plus en mode super… bah, des jeux de société ou des jeux de bagarre ou voilà. Bah non, bah quand j'ai mes enfants, je fais le ménage, la bouffe, et puis bah des fois, bah comme là, je suis une mauvaise mère. Pendant que je vous parle, ma fille est sur sa tablette. Alors bon, bah voilà, c'est comme ça. Donc n'essayez pas d'imposer des super activités à l'autre parent quand il prend l'enfant, parce qu'on n'est pas, nous, des super parents au top tout le temps. Il y a des moments où on s'occupe moins de nos enfants, on les laisse vaquer à leur occupation, on les laisse faire rien, ou on fait des choses comme des courses parce qu'ils n'ont pas envie de venir avec nos courses, ou j'emmène ma fille à ma séance de pilates alors qu'elle en a strictement rien à faire. Donc, c'est pas des activités pour elle, ce sont des activités pour moi. Ça ne veut pas dire que voilà, je m'en occupe moins. Donc, voilà, pour répondre à ce que tu disais. Et sur la garde alternée, et je sais, Maxime, que c'est aussi un sujet qui te tient à cœur, il y a aussi des familles avec des circonstances plus difficiles, aggravantes, notamment le handicap. Donc, je suis concernée. Ma fille est touchée de polyhandicap. Donc, ma fille a 16 ans. Elle a une maladie génétique rare qui s'appelle le syndrome d'Angelman, pour ne pas le citer. Donc, elle ne parle pas, elle ne marche pas. Elle fait des crises d'épilepsie, elle a des problèmes de sommeil, des problèmes de constipation. Pour autant, c'est une poupée qui est magnifique et pleine de vie, mais qui nécessite une surveillance constante avec des difficultés au quotidien. Et donc ça aussi, donc Lina ne va même pas en établissement, hein, donc elle est chez moi tout le temps. Donc j'ai dû cesser mon activité professionnelle pour m'occuper d'elle. Donc je suis ce qu'on appelle une aidante familiale à temps plein. Et donc à ce titre, il est difficile, voire impossible de faire une garde alternée, parce qu'il faudrait que mon ex-mari et moi trouvions un travail 1 semaine sur 2. Donc voilà, c'est professionnellement impossible. Et j'en profite pour inclure dans ce débat
de parentalité, les employeurs. Les employeurs ont aussi un rôle à jouer avec des conventions collectives, avec je sais plus, dans la convention, des accords collectifs de branche pour faciliter le choix et la priorisation, même si officiellement des fois ça existe, des pauses de congé pour les enfants, les parents d'enfants divorcés. Arrêter de mettre des astreintes les week-ends où les parents sont censés avoir leurs enfants, prioriser aussi et anticiper, parce que le délai de prévenance sur la pause des vacances aussi, c'est quelque chose qui est important. Donc en fait, on voit bien que quand on réfléchit, le débat, il est global. C'est pas juste un parent, un autre parent, l'enfant. Non, on doit inclure les institutions, on doit inclure les professionnels de santé, on doit inclure les professionnels judiciaires, on doit inclure les employeurs. C'est tous ensemble que l'on doit réfléchir à une co-construction. On pourrait parler pendant des heures des systèmes, de tout ce qui ne va pas. Ça, on est tous d'accord. C'est-à-dire que d'un côté comme de l'autre, personne n'est satisfait de comment ça se passe aujourd'hui. Soyons efficaces en se disant, bon, à partir d'aujourd'hui, on sait qu'il y a des choses qui ne vont pas. Un couple a un enfant qui se sépare, comment on accompagne au mieux, comment former tout le monde, comment accompagner, responsabiliser les parents, etc., pour un meilleur avenir. Parce qu'on sait que pendant des décennies, ça n'a pas fonctionné. On voit le résultat. Entre les enfants qui ont un problème d'estime de soi, Calogero qui est un super chanteur et qui chante quand même que son père lui a manqué, etc. Personne n'est totalement fini quand on n'a pas nos deux parents. Et je peux vous dire que quand vous enterrez un de vos deux parents et que vous voyez le cercueil descendre en terre, c'est une partie de c'est vos racines que vous perdez. Que vous ayez eu un lien fort ou pas avec votre parents décédés, encore une fois d'expérience, vous perdez vos racines. Donc, comment vous construire sur du vide? On ne peut pas se construire sur une société en lévitation. Pour moi, c'est pas possible. Et j'ai entendu que tu disais que j'étais idéaliste et je suis pas du tout dans un monde de bisounours. Je pense que surtout, il faut faire un reset et repartir sur des bases propres. Je pense que tu vois le côté idéaliste de la parentalité. C'est pour ça que je disais ça. Je me serais pas permis de Et pourtant, non, si tu savais, je suis issue de parents, mes parents ont divorcé, mes sœurs ont divorcé, j'ai divorcé. Et crois-moi que j'ai pas évolué dans un monde de bisounours. Que même si BFM a voulu que je critique mon ex-mari, je l'ai pas fait, mais c'est pas toujours facile. Mais non, c'est justement parce que c'est un sujet qui est délicat et qui est complexe qu'on est là aujourd'hui, d'une part, parce que si c'était facile, ce serait déjà réglé, et qu'on voit le buzz que ça a fait dans les médias, sur les réseaux sociaux, et que c'est un sujet complexe et qu'il faut vraiment se poser pour en parler. Ouais, je vais profiter d'un commentaire qui est intéressant et auquel je vais rebondir parce que moi aussi, je voulais parler, et notamment, tu as parlé de ton cas personnel avec le handicap. Tu as dit que le parent avait besoin de repos. Je pense très clairement que dans ton cas, effectivement, c'est nécessaire. D'ailleurs, la plupart des gens ont dit ça ne reflète pas la totalité puisque ça reflète des cas quand même assez, je pense, exceptionnels. Moi, je connais aussi une famille qui a été séparée malheureusement de 1000 km de son enfant parce qu'ils ne pouvaient plus le prendre en charge, effectivement, comme toi. Ils avaient besoin de repos, ils ont un autre enfant handicapé, donc ils ont 2 enfants handicapés. Donc, c'est un enfant qui a été obligé d'aller en Belgique dans une structure spécialisée parce que la France n'était pas capable de prendre en charge l'enfant en structure spécialisée à côté de chez ses parents. Donc, les parents sont privés de voir leur enfant au quotidien. L'enfant est privé de voir ses parents au quotidien. Et il y a effectivement quelqu'un qui a posé une question. Auriez-vous accepté que votre fille soit mise en structure sans que vous puissiez vous en occuper journalièrement? Et je pense que c'est un sujet aussi qu'on doit prendre en compte. C'est-à-dire que dans ton cas, je pense que l'État ne fait clairement pas assez sur ce sujet. Je pense que tu es présidente d'une association My Handicap, donc tu connais un peu plus le sujet que moi. Je n'ai pas trop travaillé le sujet, mais en tout cas, cette famille que je connais, qui sont toujours unis au final, ne voient plus leur enfant à cause de la défaillance de l'État sur ce sujet-là et sur le handicap. Est-ce que ce n'est pas plus un problème justement de l'État qui ne s'occuperait pas justement assez des enfants handicapés plutôt que d'un ex-conjoint qui malheureusement a eu des liens d'attachement qui se sont déliés au fil du temps à cause d'une présence qui n'était pas assez quotidienne, on va dire?
Alors, pour parler du répit et du besoin de repos, je peux vous assurer que pour avoir eu un enfant ordinaire avant, que j'aime et que j'adore plus que tout au monde, j'avais aussi besoin de repos pour un enfant ordinaire quand il était petit ou même quand il est grand, hein. Donc, ça ne veut pas dire que les parents d'enfants ordinaires n'ont pas besoin de repos aussi. Je veux dire, mes neveux et nièces, ils font aussi beaucoup de bruit. Mon fils ordinaire, on a besoin de repos, c'est-à-dire de silence, d'introspection personnelle et de repos. Donc, ça n'a strictement rien à faire. Ce besoin de repos ou de répit, même si le répit puisse rattacher au handicap, est nécessaire pour tous les parents qui assument la charge de leur enfant toute la journée, tout le temps. Concernant le handicap, on pourrait refaire un débat à peu près 15 heures tous les jours. Ce que je peux dire, c'est que alors, j'ai coutume de dire que le handicap, c'est une vie de non-choix. C'est-à-dire que Lina avait sa place en institution et que pour X raisons, il a été préférable, selon moi, de la sortir de l'établissement. Donc, elle avait une place. Les parents qui, effectivement, aujourd'hui, et j'en connais, ont du mal à avoir leur place en institution et qui sont obligés, effectivement, d'envoyer leur enfant en Belgique, c'est simplement inacceptable. Donc, le gouvernement, l'État a sa part de responsabilité. Maintenant, moi, je ne suis pas pour les institutions à tout prix. J'ai un niveau d'exigence qui est le mien. Je pense qu'il y a un gros travail aussi à faire sur l'accompagnement des enfants en situation de handicap, tout type de handicap. Que là, ça fait partie, bien sûr, de l'accompagnement global qui fera de notre société une société meilleure. Mais c'est vrai que là, la charge est très très lourde parce que travailler avec des personnes handicapées, pour certains, ça ne demande pas du rêve. Les besoins sont énormes, les difficultés tout autant, et les familles sont en souffrance sur tellement de sujets que sont la peur, le risque. Comme je dis, nous sommes des soldats et nous sommes tous victimes de syndrome post-traumatique. Et c'est une réalité, et que d'arracher un enfant à ses parents, même si on a vu un super reportage récemment où l'enfant évolue et évolue bien en Belgique parce qu'il y a une prise en charge pluridisciplinaire, etc., ça reste réellement une déchirure. C'est-à-dire que par définition, vous n'allez pas envoyer votre enfant de 5 ans en internat à l'autre bout de la France. Et même quand vous avez des enfants qui visent l'excellence dans un domaine et qui sont obligés d'aller faire une école spécialisée, même si c'est pour son avenir, même si c'est pour son bien-être et sa progression, ça reste de toute façon difficile, que ce soit un enfant en bas âge ou si mon fils me disait de 20 ans, je vais faire un Erasmus et puis je vais aller travailler, je vais aller faire 1 an à l'étranger. On a toujours ce cordon ombilical qui est quand même très limité. Donc, oui, c'est une réalité. Le manque de place en institution, c'est une réalité. L'arrachement et le détachement des parents et avec les enfants, c'est une réalité. Le taux de divorce chez les familles touchées par un handicap explose, c'est une réalité également. Des parents défaillants, pas juste des pères, mais des parents défaillants, beaucoup dans le milieu de handicap, c'est compliqué parce que c'est violent, c'est un milieu qui est très violent, le handicap, et donc ça nécessite d'autant plus un accompagnement. Et donc c'est pour ça que l'autre aspect, parce qu'il y avait la proposition de loi qui avait été déposée par Thibault Bazin, mais avec Maître Guimard, qui est avocat et qui est également député, nous avions déposé une question beaucoup plus spécifique au garde des Sceaux en parlant justement de ce droit de visite et d'hébergement, notamment sur les familles touchées par un handicap, parce que quand on va parler de la parentalité, on va parler de la parentalité globale, mais bien entendu qu'il va y avoir un sous-chapitre tout aussi imposant parce que très spécifique sur les parents touchés par un handicap ou sur d'autres difficultés que là je ne peux pas voir, mais que ce soit des enfants adoptés, on restera sur les mêmes problématiques. Mais je crois qu'effectivement, les deux gros volets, ça va être la parentalité d'enfants ordinaires et la parentalité d'enfants extraordinaires. Ouais. Donc, tu as cité le reportage du petit Jules que je connais personnellement, du coup, pour avoir embauché son papa et justement l'avoir
aidé à être aidant familial chez lui pendant 3 ans. C'est pour ça que je me suis permis de le citer. Du coup, voilà. Du coup, jusqu'où tu vas, enfin, dans ta démarche, est-ce que tu as d'autres idées et est-ce que tu vas aller encore plus loin que cette simple proposition de loi déposée par le député? Alors, j'aimerais. Donc, du coup, j'ai appris en même temps que tout le monde que le président avait repris mon idée, puisque l'Élysée ne m'a pas appelé en disant, tiens, en fait, tu as une super idée, on va la reprendre. C'est CNews qui me l'a appris, qui m'a envoyé le tweet. Donc, derrière, effectivement, ça fait effet boule de neige. J'ai essayé de me rapprocher de Fanta Berete, la députée qui porte la commission sur la monoparentalité, alors, je ne sais pas comment le président a repris mon idée parce que, comme tu l'as dit, j'ai écrit aux 577 députés, mais j'ai écrit également aux 178 juges des affaires familiales et j'ai écrit à tous les ministères et toutes les adresses mail qui finissent par .gouv.fr. Donc, il y a bien un moment où j'ai tombé sur ma proposition de loi. Donc là maintenant, moi, je me suis mise à disposition entre guillemets du gouvernement et j'ai fait un appel du pied à l'Élysée et à l'Assemblée nationale en disant voilà, je suis maman, effectivement, je ne suis pas en costard cravate, je n'ai pas de titre honorifique, bien que je suis la première mère à avoir la médaille de la famille reçue à l'Élysée. Donc quand même, on reconnaît un petit peu mon investissement terrain en tant que maman et en tant que maman d'un enfant en situation de handicap. Après, au même titre que vous, comment se faire entendre au niveau du gouvernement? Là, voilà, je suis en relation avec les avocats de la paix qui, eux, ont été reçus récemment par le ministère de la Famille. Avec ce genre d'échange que l'on peut avoir, peut-être que on pourra être entendu en tant qu'expert terrain, parce que je pense que quand les lois sont faites par des intellectuels et par des bien-pensants, ils ne sont pas face à la réalité. Et quelquefois, on a l'impression que c'est toute une machine de guerre qu'il faut mettre en place, qu'il faut déclencher des 100 et des 1000, mais alors qu'il suffit de déplacer la chaise de quelques centimètres et puis ça suffit. Donc, j'ai coutume de dire que je ne suis pas une intellectuelle, que je suis une pratico-pratique, qu'il y a des choses à mettre en place de façon très simple. Après, je peux proposer ma personne en tant que citoyenne, je suis juste une citoyenne du monde qui essaye de faire évoluer les choses parce que je vois certaines injustices, je fais remonter des vides juridiques. Apparemment, je ne suis pas si bête que ça parce que si le président a repris mon idée et que vous m'avez invité, c'est peut-être que j'ai des choses à dire qui ne sont pas si bêtes. Ensuite, je pense, en tout cas, le débat est ouvert. Ça, c'est ce qu'il faut retenir, c'est que le débat est ouvert. On voit qu'il y a vraiment nécessité de poser les choses et d'en parler au vu des réactions exacerbées de part et d'autre. Donc, ça confirme que ça ne va pas, comme je disais tout à l'heure. Ensuite, comment on participe activement, comment se faire entendre, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas comment se faire entendre, mais j'ose espérer que la multiplication des échanges, la multiplication des interviews des uns et des autres, on a tous des bonnes idées à faire remonter. Comment le gouvernement va prendre la peine de compiler ces idées pour proposer un parcours global de parentalité et un parcours réel de séparation avec un accompagnement, toujours avec le cœur de cible, protéger nos enfants et leur donner la possibilité de se co-construire tout au long de la vie avec les deux parents, c'est le seul objectif. Donc, il faudrait mettre en titre cet objectif-là et après que le gouvernement se dise, tiens, il y a des idées qui viennent d'ici et de là, on les explore, on se pose la question, on forme parce que les mœurs ont évolué, parce que les transmissions se sont perdues, parce qu'il y a nécessité de s'adapter aux difficultés de la vraie vie aujourd'hui. Et pour ce faire, ça nécessite une formation tout au long de la vie, une adaptation. Ça peut passer par
au moment du mariage ou à la mairie en disant mais est-ce que vous êtes sûr que vous voulez que cette personne devienne réellement votre mari ou votre femme? Est-ce que vous le voyez en tant que future mère ou futur père de votre enfant? Est-ce que vous le voyez en tant que future ex-femme ou en tant que futur ex-mari? C'est-à-dire qu'il faut amener les gens à se projeter. Et puis, rappeler les responsabilités de chacun dans le livret de famille, au niveau du carnet de santé, mettre, comme je disais, en place un parcours de parentalité. Les médias ont un rôle à jouer, les publicitaires ont un rôle à jouer. Je veux dire, on a tous été touchés par le pauvre petit chien qui a abandonné pendant les vacances d'été en disant c'est tellement inhumain d'abandonner un petit chien, ça ne se fait pas. Abandonner un enfant, ça se fait encore moins. Et pourtant, il n'y a pas de pub dans ce sens-là. Parce qu'on est parti du principe qu'il n'y avait pas besoin de le dire. Mais il semblerait qu'il y a besoin de rappeler qu'abandonner un enfant, c'est encore pire que d'abandonner un petit chien sur le bord de l'autoroute. Bon, on se rejoint sur ce sujet, hein, on sait très bien. Et d'ailleurs, tu as rappelé quelque chose de très important, je pense, c'est que nous, on est des personnes qui avons vécu les choses de l'intérieur et qu'aujourd'hui, nos décideurs, eux, ne l'ont pas vécu, ils ont du mal à entendre ce qu'on leur dit, ils ont du mal à penser que c'est possible. Quand on rappelle que seulement 4% du délit pénal de non-représentation d'enfants fait l'objet de poursuites, pour eux, c'est impossible. C'est-à-dire que pour eux, les 96 autres, ça veut dire que c'est justifié. Alors pourquoi ? Alors justement, on arrive à avoir aucune réponse à ce sujet. D'ailleurs, il y a même des directives européennes qui forcent la France à respecter justement les textes de loi en vigueur et notamment ceux sur la non-représentation d'enfants, qui poussent la France à poursuivre dans la majorité des cas ou dans tous les cas. Les jurisprudences internationales sur le sujet, c'est la même chose. Elles demandent à la France, à la CEDH du moins, elles demandent à la France d'aller vite, d'être diligente, ce qu'elle ne fait jamais. On a beaucoup de mal à avoir une interaction avec les différents ministères ou les différents acteurs politiques sur le sujet et on ne comprend pas pourquoi, alors que nous, sur le terrain, on voit bien que ça ne fonctionne pas et on voudrait faire remonter ces problématiques, comme toi, tu as pu le faire avec le devoir de visite. Et malheureusement, j'ai l'impression que les politiques, en général, sont sourds aux appels des gens qui connaissent le sujet et qui préfèrent rester dans leur petit monde entre eux. Et c'est pour ça qu'on a dû créer une liste, justement, pour défendre les enfants, ce qui aujourd'hui est très peu le cas. C'est triste de devoir créer une liste pour défendre les enfants, comme si… Vous savez, j'ai eu un cas, moi… Où on m'a ramené ma fille de 4 ans, donc à l'époque, elle était encore très hypotonique, donc elle ne tenait pas assise. Donc dans les centres, les parents déposent les enfants au taxi qui déposent les gamins dans les centres de rééducation, d'accord? Donc ce sont des taxis ordinaires et donc le taxi m'a ramené ma fille de 4 ans sans siège auto, avachie à l'arrière du véhicule. Donc bien sûr, j'ai porté plainte, etc. Ça n'a strictement pas abouti. J'ai déposé une proposition de loi sur la prise en charge des enfants handicapés en taxi, qui a été déposée à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui n'est jamais passée en lecture parce qu'il n'y a pas eu de mort. Et tout ça pour vous dire que quand je me suis adressée à l'ARS, l'ARS me dit oui, mais il faut rédiger une convention où vous notez vos attentes. Alors je lui dis mais écoutez, mais moi ça dépasse l'entendement. Si je dois dire à un chauffeur de taxi qu'il ne doit pas transporter un enfant de 4 ans hypotonique sans siège auto, est-ce que je dois aussi notifier merci de ne pas la violer, merci de ne pas la kidnapper, merci de ne pas la brutaliser? C'est-à-dire que ça va tellement de soi que c'est impensable de se dire qu'il faut le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, apparemment, il semblerait que aujourd'hui, dans cette société, on doit rappeler qu'un enfant doit être protégé, doit être aimé, doit être éduqué, doit être accompagné. Voilà. Je pensais qu'il fallait pas le dire, mais apparemment si. D'accord. Je ne sais pas si Luc, du coup, tu as des obligations, Sonia, il me semble. Tu dois. Ouais. Sauf si vous avez d'autres questions, dites-moi. Non, moi, pour ma part, j'ai fini. Si d'autres personnes ont des questions, je vois qu'il y a Morgane, par exemple, qui te demande. Il y avait une question de Daniel Delver, là, qui me l'a lancée depuis un moment. N'y a-t-il, parce que Daniel est aussi candidat,
N'y a-t-il pas des cas où un parent prend de la distance avec son enfant car il ne veut pas ajouter des problèmes aux problèmes? Je pense que c'est une situation personnelle, donc, et il préfère laisser une situation difficile plutôt que de se battre contre l'autre parent et entraîner encore plus de conséquences négatives à l'enfant qui est témoin des heurts entre ses parents. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, un parent se mettrait en retrait pour ne pas aggraver la situation par rapport à l'enfant. Encore une fois, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Il ne faut pas tout mélanger. Le conflit qu'il y a entre un parent adulte et un autre parent adulte concerne le parent adulte et l'autre parent adulte. En aucun cas, l'enfant doit subir les conséquences de ce conflit. Et c'est pour ça qu'il faut accompagner les parents dans une séparation intelligente. Alors, c'est-à-dire que vous allez sacrifier le bien-être et l'équilibre de votre enfant pour préserver votre ex-compagnon. Encore une fois, faut être clair. Si vous vous êtes séparés, c'est qu'il y a des bonnes raisons. On va pas remettre en cause la séparation et on va pas sauver le couple qui n'existe plus. En revanche, à quel moment vous préférez sacrifier votre enfant pour un pseudo bien-être qui de toute façon n'existera plus, puisque si vous vous êtes séparés, c'est qu'il y avait conflit avec votre ex-compagnon. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire intervenir une tierce personne pour le bien-être de l'enfant et que chacun des deux parents doit avoir l'intelligence de prendre du recul. On peut détester son ex-compagnon ou son ex-compagne, on s'en moque à partir du moment où en aucun cas on ne lâche son enfant. Il n'y a rien qui justifie qu'on abandonne son enfant, même pour le bien-être de son autre, pour sa conscience ou pour ne pas ajouter du conflit. Si vous vous êtes séparés, c'est que de toute façon il y avait des conflits, donc. Oui, mais ce que je pense que Daniel veut dire par là, c'est qu'on le sait, hein, c'est-à-dire ajouter de la judiciarisation ou revenir, par exemple, pour ma part, je vais prendre mon cas personnel, mais aller déposer 43 plaintes en non-représentation d'enfants à la gendarmerie, c'est aussi de la souffrance pour l'enfant. Et pour protéger notre enfant, parfois, on fait le deuil de notre parentalité et on est obligé de le faire parce que justement, l'État ne protège pas les enfants, ne suit pas les non-représentations d'enfants, ne fait pas le nécessaire pour que les liens soient gardés entre les deux. Et ça, c'est la situation. Ça, c'est la situation aujourd'hui. Mais si on arrive à faire modifier la base fondamentale, une plainte suffira pour rappeler à la mère, par exemple, qu'elle doit donner la possibilité aux parents de voir son enfant. Les 43 plaintes, c'est juste impensable. Ça ne devrait pas exister. Donc, effectivement, c'est toute la base qu'il faut revoir pour ne jamais arriver à ce stade-là. Dans un monde de bisounours. Oui, c'est sûr. J'ai beaucoup de réactions par rapport à la réponse parce que justement, Daniel n'est pas satisfait. Et je vois par exemple, j'ai plusieurs personnes qui font la remarque parce qu'en fin de compte, si les deux parents restent en conflit, c'est ça en fin de compte, c'est que en fin de compte, c'est le fait de garder le contact entre les deux parents qui sont en train de se séparer, engage de nouvelles procédures et encourage la judiciarisation de la situation. En fin de compte, l'enfant, on ne s'en occupe plus. En fin de compte, et je vois d'ailleurs sur LinkedIn, pareil, en fin de compte, on a une vision adultiste, c'est le mot qui est utilisé, au lieu d'avoir une vision enfantiste. C'est-à-dire qu'il y en a, je vois par rapport à, j'ai à peu près 10 commentaires sous les yeux, où justement, pour l'intérêt de l'enfant, il y a des parents qui se mettent en retrait, non pas par rapport à l'enfant, mais par rapport à l'ex-conjoint, pour éviter d'avoir toujours ces procédures judiciaires, ces attaques et cet affrontement. Vous avez tout dit, Luc. Il faut pas oublier la base. On se bat pourquoi? Pour l'enfant. Donc l'objectif, c'est de garder le lien avec l'enfant. L'autre parent n'est que un maillon de la chaîne. L'objectif, c'est l'enfant. C'est-à-dire que si les parents ne savent pas dialoguer, il faut passer par un médiateur, que les choses doivent être définies. Encore une fois, le bien-être, c'est le bien-être de l'enfant. On n'abandonne pas un enfant pour ne pas se prendre la tête avec son ex-conjoint. Il faut, de toute façon, effectivement, grâce normalement à la justice qui doit être cadrée et qui doit faire appliquer les règles,
se donner les moyens de garder le lien avec les enfants. Encore une fois, si on arrive à modifier la mentalité et à redire aux gens que les deux parents sont indispensables, consentants ou consentants pas, comment voulez-vous justifier quand l'enfant sera adulte qu'il aura perdu de vue son père pendant des années et que le père dira oui mais tu sais c'était pour te protéger? Non, la protection on la veut maintenant, on la veut tout au long de la vie. Encore une fois, je ne vais pas vous raconter ma vie personnelle, mais on ne peut pas après se dire bah c'est pas grave, il comprendra. Non, on ne comprendra pas. D'accord? On ne comprendra pas. Il faut se battre pour garder le lien avec son enfant. Si après ça passe par des prises de tête avec l'ex-compagnon, l'ex-compagne, ben, il faut se donner les moyens de, pour moi, je pense, et pour les pédopsychiatres, de garder le lien avec son enfant. N'oubliez pas l'objectif final, le bien-être de l'enfant. C'est pas garder le lien avec son ex-compagnon. Je vois la réaction, par exemple, de Jean-Luc qui dit plus il y a de conflits entre et plus le parent sera exclu par la justice. C'est-à-dire que c'est pas la volonté du parent, ça va être la justice qui va s'en mêler pour séparer le parent de l'enfant. Je prends le suivant. La médiation fait le jeu du parent manipulateur. En fin de compte, quand on a des interventions tierces, en fin de compte, on se dit mais comment ça se fait? On est tous là avec l'intention de protéger l'enfant. Et on trouve toujours quelqu'un qui va nous mettre des bâtons dans les roues, en fait. Alors, on en revient à quoi? On en revient à ce que je vous disais, modifier de façon globale la mentalité et passer par la formation, y compris des juges. Aujourd'hui, si vous allez voir un juge en disant bah, « mon ex-conjoint ne vient pas chercher mon enfant », qu'est-ce qu'il va proposer? D'une part, d'augmenter la pension alimentaire, ouais, super, et d'autre part, de diminuer le droit de visite et d'hébergement. C'est parce qu'aujourd'hui, les juges ont dans cette mentalité de se dire bon bah voilà, hop, c'est bon, on en vire un comme ça et puis c'est tout et puis on va le pénaliser financièrement. Mais si on arrive à leur faire comprendre que l'objectif c'est de garder la place des deux parents et qu'on n'en a que faire de l'argent ou de réduire le droit de visite et d'hébergement parce que ce n'est pas l'objectif, mais que l'objectif principal qui doit être fort, c'est de garder le lien avec les deux parents. Encore une fois, il faut changer les mentalités, il faut inculquer ça au fur et à mesure et encore une fois, c'est une prise en charge, c'est une prise de conscience globale qu'il faut changer. Oui, pardon. Vas-y, Maxime. Oui, dans notre programme, justement, on propose la résidence alternée priorisée par les juges, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Et aujourd'hui, les juges la détestent. C'est-à-dire que on sait très bien, et moi, dans mon cas personnel, et beaucoup de papas, beaucoup de mamans, vouloir demander la résidence alternée devant le juge, les avocats vous disent qu'il vaut mieux demander une résidence principale parce que les juges ne donnent pas la résidence alternée. Simplement. Encore une fois, pourquoi? Parce que c'est dans leur formation initiale. Voilà. Et les juges en plus ne sont pas sous la tutelle de l'État. Hein, ils sont totalement indépendants. C'est le principe de la justice. Et là, ça pose réellement problème. C'est que leur formation initiale leur donne un attachement prioritaire à l'autre, et alors qu'un attachement pluriel est beaucoup plus sain pour l'enfant. Et c'est malheureusement, les juges ne jouent pas le jeu et n'encouragent pas les parents à garder un lien. Aujourd'hui, on apprend à nos petits garçons et à nos petites filles, à nos petits garçons qu'un seul parent, ça suffit, souvent la mère, à élever un enfant. Donc, quand il sera adulte, bah, il sera plus facilement démissionnaire en disant bah, puisque c'est ma mère qui s'est occupée de moi, ça sera la mère qui s'occupera des enfants. Et aux petites filles à dire bah, écoutez, vous êtes un peu obligés de vous occuper des enfants parce que malheureusement, c'est vous qui aurez la garde plus tard. Donc, si vous vous séparez, bah, vous aurez les enfants pour vous toute seule et ça les encouragera à ne pas laisser la place à l'autre parent. On est aussi sur l'éducation des enfants en bas âge et leur montrer par cette résidence alternée priorisée, c'est-à-dire toujours à l'appréciation du juge, les cas personnels de handicap, bien entendu que tout ça, ça doit être pris en considération, les cas de violence avérée, beaucoup de choses doivent être prises en considération, mais cette résidence alternée doit être vraiment priorisée pour montrer aux enfants que les deux parents ont leur place auprès de l'enfant dans leur éducation et que ça doit être comme ça quelque chose de normal. En fait, la nouvelle garde classique doit être la résidence alternée. Aujourd'hui, on a une garde classique qui exclut un parent. Et ça, c'est juste inacceptable. C'est pour ça qu'encore une fois, par rapport au juge, d'une part,
il faut passer par la formation. Et puis, comment ça va s'inscrire dans les mémoires collectives? C'est par la télé. Si dans les films, dans les feuilletons, on voit que les parents sont divorcés et que d'un côté l'enfant va une semaine chez papa et systématiquement que l'enfant va une semaine chez la maman, on aura cette normalisation qui va s'inclure. Ils savent très bien faire. Vous savez, c'est comme pour l'homosexualité, c'est-à-dire qu'avant c'était tabou, c'était une horreur. Maintenant, on trouve des homosexuels dans chacun des feuilletons, dans chacune des pubs, et c'est pour ça que c'est devenu acceptable et normal. Et donc, il faut faire ce travail de lobby, de montrer ça partout, systématiquement, de toujours rééquilibrer la coparentalité et de l'inculquer comme étant une chose normale et obligatoire, comme ne pas fumer dans les lieux publics et puis accepter la diversité, etc. Mais c'est un changement de mentalité. On est bien face à un mur. Vous voyez bien sûr qu'aujourd'hui, les juges refusent la garde alternée parce qu'ils ont été formés et formatés comme ça. Changeons, il faut du coup reformater le disque dur, repartir sur de bonnes bases, balancer des images comme ils savent faire au niveau média, en mettant systématiquement dans chaque feuilleton d'amour, de drame, de machin, un coup chez le papa, un coup chez le maman, un coup chez le parent 1, un coup chez le parent 2, etc. Et puis, ça va s'inscrire au fur et à mesure dans la conscience collective, dans la conscience de nos jeunes enfants qui seront nos adultes de demain. Mais il faut une prise de conscience globale et s'appuyer sur les médias, les films, etc. Je pense. Voilà. Luc, je te laisse reprendre, tu as peut-être une question. Et après, on va peut-être libérer Sonia qui a des obligations. Oui, à côté. Je vois une réaction de Morgane, mais alors j'ai perdu le fil parce qu'elle dit « Cette proposition est contraire à la Convention européenne des droits fondamentaux et des libertés, articles 1 et 55 de la CEDH et de la CIDE. Le bien-être de l'enfant et que les droits arrêtent de destituer les parents acteurs et arrêter d'instrumentaliser l'enfant. » Mais alors, si vous avez réussi à savoir de quelle proposition elle parlait, parce que c'était pendant qu'on parlait, en fait. En fait, je pense que, alors, pour avoir lu quelques commentaires de Morgane dans le fil, en fait, Morgane pense un petit peu comme moi qu'aujourd'hui, pénaliser le parent, ce n'est pas forcément aider l'enfant. Enfin, c'est ce que j'ai compris dans je ne pourrais pas reprendre ces termes parce que je ne les ai pas en tête, mais en tout cas, c'est ce que je peux comprendre de sa démarche. Alors, attendez, elle vient de remettre un petit commentaire, donc on va pouvoir voir. De nombreuses juridictions françaises en matière du droit de la famille, notamment de la première instance où un juge unique décide de l'avenir d'un enfant, après une séparation des parents, expose la famille à des décisions quelque peu arbitraires, puisque certains principes de loi ne sont pas appliqués et ne respectent pas la Convention européenne. Du coup, ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, la justice n'a pas assez de moyens et qu'elle n'a pas le temps de bien juger. Mais bon, ça, je pense qu'on peut tous être d'accord là-dessus. Pour avoir vécu, moi, la justice, je pense que ici, tout le monde l'a vécu. On n'a des fois même pas le temps de parler. On ne nous pose pas de questions. Quand on voit qu'au Canada, une audience pour un divorce, ça dure 3 jours et que chez nous, ça dure 10 minutes, 12 minutes, je crois, en moyenne. Voilà, on peut se poser des questions quant à l'arbitraire où le juge, en fait, a tellement une habitude de dire à l'un parent ou à l'autre parent qu'au final, il n'y a même plus de... Je ne sais même pas s'il regarde les pièces quelque part, quoi. Oui, alors on s'était engagé à te libérer assez vite, Sonia. Merci d'être venue. Et on va te laisser retourner auprès de tes enfants. Merci à toi. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Donc, on peut continuer, mais peut-être éviter de continuer sur ce qu'a défendu Sonia, parce qu'elle n'a pas vraiment le droit de réponse. Mais moi, par contre, j'ai vu des choses intéressantes. Ce que vous avez fait sur le terrain, mettre des affiches et puis militer, rencontrer les personnes, parce qu'on va rentrer en plein dans la campagne officielle demain. Donc, on pourra coller enfin des affiches sur les emplacements réservés pour notre liste au numéro 34.
Et voilà, donc je voulais que tu parles de ton expérience parce que moi j'étais au boulot, j'ai pas pu aller sur le terrain. Et toi, j'ai vu que tu étais allé, Maxime, raconte-nous. Oui, alors on s'est retrouvé avec deux autres Lyonnais là, sur Lyon dans un marché ce matin pour pouvoir aller à la rencontre des gens, discuter avec eux. Les gens étaient plutôt bien réceptifs à ce qu'on leur disait, ils étaient plutôt en accord avec nous sur le sujet global et du fait qu'il faille défendre les enfants pour avoir un avenir meilleur demain. Donc c'est plutôt bien accueilli par les gens. Les partis politiques qui étaient présents eux aussi pour distribuer leurs tracts, eux l'ont un peu moins bien accepté et pour eux faire une campagne autour d'un seul sujet n'est pas quelque chose de bien. Donc ils ont peut-être peur qu'on leur pique un petit peu leur voix, enfin du moins ceux qui voulaient pas voter un parti politique parce qu'ils en ont marre de la politique. Peut-être qu'ils ont peur qu'on récupère les gens qui n'iraient pas voter ou autres. Donc voilà, pour le petit retour de la participation de ce matin avec les gens. Et puis après, on a fait une campagne d'affichage sur des panneaux libres d'affichage. Donc voilà, on en a profité pour faire une après-midi, un petit peu de collage. Et d'ailleurs, j'invite tout le monde à faire pareil, hein, c'est simple, c'est un saut de colle, on se retrouve à deux, on marche un peu, ça fait du sport, et on colle sur les affichages libres. On peut retrouver la liste sur Internet assez facilement, et on peut faire de même pour les bureaux de vote. C'est-à-dire qu'à l'emplacement 34, on peut savoir où sont les emplacements avec les panneaux. J'en profite parce que justement, Maxime, je sais que tu n'aimes pas qu'on utilise les mots politiques dans les phrases et puis tu es en face des partis. Et je voulais savoir comment tu étais dans la démarche parce que là, on est en train de défendre une cause et je crois que tu as l'air motivé. Là, je te sens bien dans l'action. Là. Oui, alors ça fait 4 ans maintenant que je fais ça. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a des fois où je suis un peu moins présent que d'autres. Là, aujourd'hui, voilà, c'était l'ouverture. Ça a commencé ce soir à minuit. Voilà, j'ai voulu marquer le coup. J'avais pas mon petit garçon en garde, donc c'était plus facile pour moi. J'ai pu me libérer un petit peu de temps. En face des partis politiques, c'est compliqué. Ils sont un peu dans le déni. Ils nous disent si vous êtes apolitique, vous êtes forcément de tel parti politique. Bien sûr, l'opposant à ce qu'ils sont eux. Donc, s'ils étaient d'extrême gauche, ils disent qu'on est d'extrême droite. S'ils étaient d'extrême droite, ils disent qu'on est d'extrême gauche. S'ils étaient de gauche, ils disent qu'on est de droite, etc. On leur a bien dit que nous, on défendait un seul sujet, c'est l'enfant. Et que sur les autres thématiques, on ne se prononçait pas parce que justement, on avait une liste qui était composée sûrement, alors je ne sais pas, hein, mais sûrement de tous les partis politiques qui existent. Oui, je tiens à préciser quand même, on avait une charte et puis en plus, je ne sais plus si c'est Fabien ou Famuel qui a fait un tweet pour expliquer que justement, on voulait éviter les idées trop radicales, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir une ouverture en restant disons, accessible au plus grand nombre, quoi. Donc, en fait, on défend l'enfant et puis tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut défendre les enfants. Donc, je pense que ça n'a pas de parti politique, que tout le monde, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ne veut pas défendre les enfants. C'est impossible. Celui-là qui dit ça, pour moi, il y a quelque chose qui va vraiment pas bien dans sa tête, quoi. Donc, je pense qu'on est tous d'accord sur le sujet, ça fait consensus. Défendre les enfants, ça paraît logique de prime abord. Bon, c'était très passionné pendant que Sonia était là, mais je trouve que par honnêteté, c'est pas évident de continuer à débattre sans qu'elle ait le droit de réponse. Je ne sais pas si tu veux réagir par rapport à cette petite heure, sinon on va donner le mot de la fin parce que je vois qu'il n'y a plus trop de commentaires. Oui, bien sûr, moi je vais réagir un petit peu parce que je connais Sonia déjà par avance, on travaille sur de la parentalité, notamment sur ce parcours d'accompagnement. On travaille sur une... On veut essayer de faire une synergie entre nos sujets différents, la résidence alternée de principe priorisée par les juges pour ma partie à moi, je parle. Hein. Bien sûr, je suis plus axé sur ce sujet-là plutôt que sur l'ASE. Donc, voilà, on essaye de mettre en synergie nos compétences, nos connaissances, effectivement, de personnes de terrain qui ont vécu des choses pour essayer de proposer des mesures
qui iront dans le sens de l'intérêt de l'enfant, et dans des mesures globales, ça ne sert à rien de mettre un pansement sur des hémorragies. C'est ce qu'on fait depuis des années. Les lois, elles changent trop peu et malheureusement très faiblement. Et même au niveau européen d'ailleurs, hein, on a eu des directives européennes qui ne sont même pas respectées par les États membres. Alors je ne sais pas trop pour les États voisins, mais en tout cas par la France, elles ne sont pas respectées. Et ça, c'est inacceptable. Il y a des directives européennes, on est là pour les européennes, elles devraient être respectées par les États membres. Et donc, le live se prolonge et maintenant, je vais interviewer Maxime Viljobert qui va devenir le nouvel invité. Tu es en 3e position et donc tu as forcément, avec ton expérience de terrain, des propositions concrètes et peut-être par rapport à ce que tu as vécu. Est-ce que justement tu peux te présenter un petit peu plus long parce que je sais que tu as fait beaucoup de choses sur le terrain. On te voit moins peut-être un petit peu sur les fils. Explique-nous ce que tu fais dans le Rhône, autour de Lyon. Ok, alors moi je suis dans la partie, on va dire, depuis 4 ans à peu près. Je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. J'avais repris une page d'une personne qui avait créé une page pour les parents en difficulté, beaucoup de soutien psychologique qui laisse une liberté d'expression assez grande aux gens à partir du moment où ils ne rentrent pas en conflit avec les personnes elles-mêmes, mais que voilà, ils souhaitent s'exprimer. Et je pense que la partie psychologique aussi est très importante parce qu'on est très touché dans nos situations personnelles et on doit pouvoir laisser la parole aux gens, même si on n'est pas d'accord avec eux. Voilà. Ensuite, j'ai repris la présidence d'une association qui s'appelle Égalité Parentale, qui milite exclusivement, enfin, de prime abord, beaucoup pour la résidence alternée de principe, c'est-à-dire la prioriser, que les juges l'étudient en priorité. C'est aujourd'hui un des leviers à actionner en premier pour faire changer les mentalités et les choses. Et c'est pourquoi j'ai aussi insisté face à Sonia sur ce point. Voilà, donc voilà mon parcours personnel. Moi, je suis papa, donc comme parent, comme tous les gens qui sont, je pense, à nous suivre ici. Et je suis désolé pour nos enfants qui, malheureusement, un jour, pourraient vivre ce qu'on a vécu nous. Et c'est pour ça qu'il faut qu'aujourd'hui, les choses changent et que je m'applique autant. D'accord. Donc, comme ça permet de rejoindre les 3 points principaux du programme. C'est-à-dire qu'en tête de liste, on a Gaël qui défend, qui combat l'aliénation parentale. Après, je sais qu'il y a Morgane Bassandet en 2e de liste qui va défendre un petit peu les dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance. Et toi, tu es, en fin de compte, pour, au niveau juridique, à défendre la garde alternée. Et en fin de compte, on est 81 et puis on va essayer de regrouper tout ça pour l'intérêt des enfants. Alors exactement, moi je connais plus ce que la résidence alternée parce que c'est un objectif que je m'étais fixé et donc j'apprends les stats par cœur sur ce sujet. Effectivement, l'aide sociale à l'enfance, je connais très peu les statistiques, je connais très peu les problématiques, je ne connais pas du tout les procédures au juge des enfants par exemple. Je n'ai d'ailleurs dans mon cas pas voulu y aller volontairement, même si les avocats m'y poussaient. J'ai préféré dire que je ne voulais pas y aller, déjà d'une parce que je ne connaissais pas le sujet et de deux parce que je trouvais ça complètement invraisemblable de devoir aller jusque là pour arriver à faire respecter mes droits. Donc voilà pour la première chose. L'aliénation parentale, c'est exactement la même chose. Je connais le sujet de loin. Je comprends qu'en fait un enfant peut être instrumentalisé comme dans les sectes, comme on connaît des enfants qui peuvent être instrumentalisés et qui peuvent faire des choix qu'ils ne veulent pas forcément. Donc, je suis assez d'accord pour dire que ça existe. Maintenant, je ne connais pas le sujet par cœur. Je n'irai pas débattre d'aliénation parentale avec quelqu'un parce que je n'aurai pas les compétences nécessaires, du moins, pour apporter une réelle plus-value à un débat. Sur la résidence alternée, en revanche, ce que je peux dire, c'est que les juges ne la valorisent pas. On peut le voir avec les statistiques. Hein, c'est très simple. En 2012, donc sur les statistiques qui sont sorties en 2013, dans le cadre où les 2 parents se sentaient capables d'élever leur enfant et demandaient la garde chacun de leur côté, le juge n'accorde la résidence alternée qu'à 2%. 2%, c'est très faible. C'est-à-dire si les 2 parents se sentent capables, je ne vois pas pourquoi cette résidence alternée n'aurait pas été mise en place, à moins d'avoir détecté chez un parent une violence avérée. Et en plus, ils ont un outil
législative qui leur permettrait en France de mettre cette résidence alternée en test, c'est-à-dire sur un temps donné, avec une décision provisoire, ce qui permettrait d'essayer le modèle. Et même ça, ils ne le font pas. Et c'est là où on sent que les juges sont très réticents à ce modèle de garde. En fait, ils ont été formatés depuis des années dans un système où un seul des deux parents est nécessaire, où il y a un parent prioritaire, un parent secondaire, un parent optionnel, alors qu'il y a un parent évident. On ne peut pas continuer de marcher dans ce modèle qui marchait il y a 40 ans parce que c'était l'état des choses. L'attachement à un seul des parents était le cas à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Quand je vais aux sorties scolaires de mon enfant, il y a autant de papas que de mamans. Quand je vais à la sortie de l'école, il y a autant de papas que de mamans qui viennent récupérer l'enfant. Et l'attachement, il se fait pareil avec les deux parents. Et couper cet attachement de l'enfant, c'est malheureusement ce qui les détruit. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans des situations très difficiles avec des enfants violents ou des enfants qui, effectivement, à l'âge adulte, ne font pas la part des choses entre l'enfant et leur conflit à eux. Et c'est là où ça pose problème. Ouais, engagé comme tu es, je me dis que tu as dû aller interroger des avocats, des juges, des personnes qui travaillent dans le milieu de la justice en leur demandant pourquoi ils ne mettaient pas la garde alternée par défaut alors qu'il y a des textes de loi qui y encouragent. Bien sûr, alors on a eu plusieurs rendez-vous, que ce soit avec l'association, du moins, que ce soit avec des professionnels du droit, donc effectivement avocats, juristes, présidents de tribunal, voire même avec l'ENM. Alors, il faut savoir qu'ils ont un devoir de réserve, donc ils ne peuvent pas nous dévoiler bien sûr tout, mais effectivement, discuter avec eux, essayer de comprendre pourquoi, c'est aussi dans notre démarche quelque chose d'essentiel pour pouvoir arriver à corriger ça en fait. Et effectivement, on voit que par exemple, une personne comme Maurice Berger, qui va intervenir à l'ENM pour des formations, est foncièrement contre la résidence alternée depuis des années. Il s'en cache pas, il le dit, il veut pas de résidence alternée. Pour lui, ce n'est pas une bonne chose. Il est dans l'idéologie. Et aujourd'hui, on n'apporte pas de contradictoire à ce que lui dit dans la formation. Et ça, c'est un vrai problème. Je pense qu'on doit pouvoir avoir les deux points de vue et se faire son idée. Ce que je propose, c'est qu'aujourd'hui, en droit, il y a un principe fondamental qui s'appelle le contradictoire. Il n'est pas toujours respecté à la lettre. Effectivement, on pourrait en débattre, hein, notamment sur le JDE, sur les différentes procédures où le contradictoire n'est pas toujours respecté. Mais en tout cas, c'est un principe de droit auquel je pense qu'il faut accorder plus de valeur, et notamment dans la formation des magistrats où on doit pouvoir, comme en droit, leur inculquer leur proposer un contradictoire dans leur formation. C'est-à-dire proposer une personne qui est favorable à la résidence alternée dans la formation et une personne qui est défavorable. Et ça sera au juge de se faire son idée. Mais aujourd'hui, ça, c'est pas possible. Le juge est sur un seul modèle. Mais si on passait que sur le modèle de la résidence alternée, ça ne marcherait pas non plus. Il faut absolument que les juges aient deux formations différentes et puissent se faire leur avis. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas malheureusement, et c'est peut-être ça, de ce côté-là, où il faut arriver à travailler avec eux. Et donc, c'est sur cette partie-là que tu as dû chercher à influencer le programme de la liste de défendre les enfants, pour laquelle il faut voter le 9 juin. C'est dans pas longtemps, c'est dans moins de 15 jours. En fait. Et dans 15 jours, oui, parce que ça va être... il y a 2 semaines de campagne. Et donc, il faut télécharger le bulletin de vote qui est sur le site internet. Alors, on ne le trouvera pas sur le site du ministère de l'Intérieur. C'était promis, mais ça ne sera pas fait. Donc, ce sera sur le site internet défendrelesenfants.eu, EU comme Europe, en noir et blanc, sur un A4, en format paysage. Vous le pliez en 4, vous le mettez dans l'enveloppe et vous le mettez dans le lien. Et voilà. Et vous montrez votre soutien à la belle équipe que nous sommes, avec Gaël, avec Maxime, avec Morgane. Et voilà. Si vous voulez déposer des bulletins de vote dans les différentes mairies auparavant, il faudra demander un mandat, sauf si vous êtes candidat, demander un mandat à Gaël et vous pourrez déposer les bulletins de vote de la liste auprès des bureaux de vote. Et ça serait intéressant que chacun imprime une cinquantaine de bulletins de vote et les dépose
grâce au mandat de Gaël pour inciter d'autres électeurs à voter pour la liste. C'est important. Entre-temps, j'ai une question de Philou qui demande est-ce qu'on peut aussi travailler en amont en expertisant les juges? Un juge qui n'aurait pas les aptitudes ne pourrait pas rendre les décisions concernant l'enfant. Ça revient à donner un diplôme, en fait, je pense. Vas-y, donne-moi ton avis. Alors, mon avis là-dessus, c'est que la responsabilité des juges aujourd'hui est presque nulle. Alors, sans aller dans l'extrême, ils doivent rester indépendants là-dessus. Je pense que c'est quelque chose de constitutionnel et je pense qu'on doit le conserver. Mais on doit avoir plus de sérieux dans la vérification de ce qu'ils font. Aujourd'hui, tout se passe à huis clos, ça c'est pas normal. Tout le monde devrait avoir aujourd'hui accès, je pense, aux audiences. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue, hein, on ne l'a pas repris dans le programme, mais tout le monde devrait pouvoir avoir accès aux audiences pour voir ce qui se passe et voir à ce à quoi il pourrait être confronté plus tard. Et effectivement, sans parler d'expertiser les juges, mais au moins déjà de rendre visible ce qui se passe dans les tribunaux et qui n'est pas normal aujourd'hui. D'accord, je n'ai pas trop d'autres questions. Là, ça fait bientôt 1h30 qu'on a fait un live. Si tu veux prolonger ou dire le mot de la fin, vas-y, profite, on y est. Non, j'ai dit tout à l'heure et à la fin de ce live. Bon, on remercie. N'est plus là. Merci Maxime, et merci toutes les personnes qui se sont exprimées en commentaire et puis on va dire à la prochaine, au prochain live quoi. Au revoir. Allez, salut. Salut.